Chers participants, bon après-midi à vous tous et bienvenue au deuxième cours de la formation d'aujourd'hui sous le nom Les théories des graphes. Donc, nous aurons un petit rappel et exercice du cours précédent, des chaînes et cycles. Et docteur nous parlera ensuite des graphes eulériens et enfin des graphes planaires. Tout cela avec docteur Jihan Oselati, membre du corps professoral de l'université Mid-Ocean. Accordons maintenant la parole à docteur Jihan. Docteur Jihan, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre formation. Merci. Merci, Dr. Malek. Bonjour à vous tous. Bonjour, nos chers étudiants. Vous êtes toujours les bienvenus. Donc, j'espère qu'on va passer 2 heures ou 1 heure et demie, donc agréable ensemble. Donc, tout d'abord, merci pour votre présence et on va commencer cette formation ou cette deuxième lecture. Donc, on va commencer par un petit rappel. Donc, pour rappeler qu'est-ce qu'on a déjà fait dans la première lecture, puis on va poursuivre les exercices. Donc, suite à ce petit rappel et suite à la première lecture, puis on va étudier les chaînes et les cycles. Qu'est-ce qu'une chaîne et qu'est-ce qu'un cycle? Et on va étudier les chaînes eulériennes et les chaînes planaires ou un graphe planaire. Donc, je vous rappelle qu'on a dit qu'un graphe, c'est un ensemble de sommets qui sont reliés entre eux avec des arêtes. Ceci pour le graphe non orienté. On a déjà dit qu'on a 2 types de graphes. On a les graphes orientés et les graphes non orientés. On a commencé d'étudier dans la première lecture les graphes non orientés. Donc, on a dit que les graphes non orientés ce sont des points, des sommets reliés entre eux par des arêtes. OK? Et on a déjà pris des situations où on a modélisé en des graphes et on a résoudre ces situations compliquées et on a le ramené simple en utilisant les graphes. On va prendre aussi encore d'autres situations pour le résoudre en utilisant les graphes. De plus, je vous rappelle qu'on a étudié, définir le graphe complexe, qu'est-ce qu'un graphe ou la notion de complexité connexe de graphe. Un graphe connexe, c'est-à-dire on peut aller d'une sommet à une autre par n'importe quel parcours. C'est-à-dire d'un parcours à un autre, on peut aller d'une sommet à une autre en utilisant n'importe quel parcours. Donc, ceci, la définition d'un graphe connexe. On a défini le graphe complet. Le graphe complet, c'est-à-dire tous les sommets sont 2 à 2 adjacents, c'est-à-dire sont directement 2 à 2 reliés directement. OK? Donc, ceci, le grand ligne qu'on a déjà étudié dans la première lecture. On va poursuivre par des exercices. Déjà, on a arrivé à un exercice à faire. Donc, on a arrivé à cet exercice numéro 3. On a dit 3 maris jaloux, leur époux souhaite traverser une rivière. Ils disposent d'une barque qui ne peut transporter plus de 2 personnes à la fois. On ne peut pas passer plus que 2 personnes. Comment doivent-ils procéder, sachant qu'aucune femme ne doit rester en compagnie d'un ou 2 hommes sans que son mari soit présent. La femme ne doit pas rester seule avec d'autres maris ou avec d'autres hommes, sauf que son mari reste chez elle. Donc, c'est une condition ici. Puis, la deuxième question, on va montrer que ce problème n'a pas de solution si le couple sont au nombre de 4. On a un nombre, mais maintenant, on a un nombre de 3. 3 maris jaloux. Donc, je vous disais déjà l'autre fois que cet exercice ressemble à l'exercice qu'on a déjà fait de le loup, Barbie, je crois que c'est ça, l'homme, le loup et le Barbie. Donc, on a le fait, on va le résoudre de même façon. Donc, ici, on va noter le grand A, le grand B et le grand C sont les femmes. A, B, C en majuscule sont les femmes. En minuscule, A, B, C sont les maris. OK? Maintenant, on obtient un graphe bipartite. Ceci, c'est un graphe bipartite.
selon que la barque est sur une rive ou sur l'autre. Donc ici sur une rive et ici sur l'autre. Il y a des couples ici. Donc, le chemin suivant propose une solution parmi d'autres. Il y a d'autres solutions. Donc, ceci, c'est une solution qu'on peut l'accepter. Le graphe n'est pas représenté en totalité. On peut prendre toutes les possibilités comme on a fait déjà dans l'autre exemple. Mais ici, on prit une solution parce que j'ai besoin ici d'une seule solution. Ici, la solution initiale. Le grand A, grand B, grand C, les femmes. Et ici, A, B, C minuscules sont les maris. Donc, on va passer. Donc, il ne doit pas une femme rester son mari. Donc, ici, en majuscule, c'est les femmes. A, elle est avec son mari. OK? C'est bon, la situation ici, elle est juste. Deux seulement qu'ils peuvent passer de l'autre rive. Donc, ici, B et C. OK? Maintenant, on va passer à l'autre situation. Le C, elle reste ici seule. La femme C reste seule. Et le B, elle rentre à l'autre côté. OK? Maintenant, le A, la femme A et la femme B, elle va traverser. OK? Ici, il ne reste pas aucune femme, toutes les femmes de l'autre rive. Donc, ici, maintenant, la femme A, elle va revenir de l'autre côté. Ceci, je vous rappelle que c'est une solution. Elles peuvent, la femme B, par exemple, ici, rentre, ou la femme C. On prie ici, la femme A, elle va revenir de l'autre côté. Maintenant, ici, il y a B et C, les femmes B et C. OK? Maintenant, il y a deux qu'elle va venir ici. L'homme, le B et le C. Le B et le C ici, elle va revenir de l'autre côté. Est-ce que si la situation est juste? Oui, parce que la femme, ici, grand C, elle est chez son mari. Donc, la situation est juste ici. Donc, on va passer ici. Donc, C ici, la femme C, elle reste avec son mari. Et la femme ou la femme B, oui, elle rentre avec son mari de l'autre côté. Ici même, la situation, elle est juste. La femme A avec son mari, la femme B avec son mari. Donc, la situation est juste. Maintenant, ici, on a C avec la femme C avec son mari. Elle va déplacer de l'autre rive l'homme A et l'homme B. Puis ici, on a l'homme A, l'homme B et l'homme C. La femme ici, elle rentre. OK? Maintenant, elle va passer de l'autre côté la femme A et B parce que son mari est de cette côté. La femme A et B, elle va passer de l'autre rive. Donc, il reste seulement la femme C ici. Donc, la femme A, elle rentre ici, A, C. Donc, et puis, tous, ils sont passés de l'autre rive. Parce que ici, il y a, donc, on peut accepter une femme avec une autre femme, C avec A. Donc, la situation est juste ici. Donc, la femme C, elle rentre ici pour faire passer l'autre femme. Donc, ici, tous les couples, ils sont passés de l'autre rive en respectant la situation. Donc, ceci, on a résoudre ce problème en utilisant un graphe bipartite. Donc, ici, les nœuds sont les situations. Les nœuds, ici, représentent les situations d'une rive de droite à gauche ou de gauche à droite. Et les arêtes, ils représentent le passage. L'arête ici, il représente le passage. Donc, ceci, c'est une solution en utilisant la théorie de graphe. Donc, on peut le représenter. Donc, ceci, la première situation, deuxième, troisième, quatrième, etc., jusqu'à arriver à la situation finale. Donc, on a déjà résoudre le problème en utilisant le graphe, ce type de graphe bipartite. Maintenant, il a posé les questions suivantes. On va montrer que ce problème n'a pas de solution si les couples sont au nombre de 4. Si on a 4 maris, est-ce qu'on peut le résoudre? Est-ce qu'on peut résoudre cette situation si vous avez 4 maris? Il a dit ici que cette situation, on ne peut pas le résoudre si vous avez 4 maris et 4 femmes. Pourquoi on va
le répondre là-dessus. Donc, dans le cas où vous avez 4 couples, sont sur la berge. Donc, les sommets A, ici, on va ajouter D, une femme D avec son mari D. Donc, A, B, C, D avec ses maris. Et ici, de l'autre côté, donc lorsqu'ils sont arrivés de l'autre côté, sont dans des composantes connexes. Sont dans des composantes connexes distincts. Ils sont des composantes donc, des connexes distincts. Donc, il n'y a pas, on ne peut pas arriver d'une côté à l'autre. Donc, il n'existe pas donc de chemin et l'un à l'autre et le problème n'a pas de solution. Parce que si on a notre problème n'est pas connexe. Tout le problème n'est pas connexe. On a trouvé deux composantes connexes. Une composante et une autre composante. Donc, il n'y a pas un chemin de cette situation à l'autre situation. OK? Donc, on peut vérifier que dans la composante connexe du sommet d'arrivée, seuls figurent les sommets correspondant à un seul mari sur la rive initiale. Donc, on peut même faire augmenter cet exercice. Donc, à titre d'exercice supplémentaire, on peut même voir que le problème de 4 maris jaloux a une solution s'il existe une île au milieu. On va faire une pente. Donc, une île au milieu de la rive ou de la rivière permettant de déposer certaines personnes ou si la barque peut transporter 3 personnes. Donc, si le nombre est pair, la situation, on ne peut pas le résoudre sans qu'on va avoir une île au milieu. Et si vous avez la situation avec un nombre impair, là, le problème, on peut le résoudre. Donc, ceci un problème qu'il ressemble de la première lecture un peu difficile. On ne peut pas le résoudre ici quand je lis le texte, mais en utilisant la théorie de graphe, il devient plus facile. Donc, et ceci, là, la solution. On va passer à un autre type d'exercice. Donc, ceci, dans un groupe de 20 enfants, vous avez 20 enfants, est-ce qu'il est possible que 7 d'entre eux chacun exactement 3 amis, c'est-à-dire le 7 de ces 20 enfants ont chacun exactement 3 amis, 9 d'entre eux ont exactement 4 et 4 d'entre eux exactement 5. Donc 7 et 9 et 4 devient 20. Donc 7 de ses amis, 7 ou de ses enfants, 7 d'entre eux ont chacun exactement 3 amis, 9 exactement 4 et 4 exactement 5. Est-ce qu'on peut réaliser cette situation? Donc, vous pouvez prendre 5 minutes pour le réfléchir un peu. Donc, réfléchissez un peu de cette situation et vous me dites, est-ce qu'on peut réaliser cette situation? Est-ce qu'elle est possible ou non? Donc, ils ont combien de minutes, docteur, pour résoudre le problème? Bien l'exercice? Pour le 5 compléter? minutes. 5-7 minutes. Entre 5-7 Ok. minutes. Ok, vous avez de 5 jusqu'à 7 minutes pour compléter l'exercice. L'exercice dit, dans un groupe de 20 enfants, est-il possible que 7 d'entre eux aient chacun exactement 3 amis? 9 d'entre eux en aient exactement 4 et 4 d'entre eux exactement 5. Vous avez de 5 jusqu'à 7 minutes pour résoudre cet exercice, la compléter et puis ensuite vous pouvez répondre soit en levant la main, soit en l'écrivant sur le chat.
Ok, nous répétons. Je crois que nous avons déjà passé 2 minutes, donc vous avez de 3 jusqu'à 5 minutes, d'accord, pour compléter cet exercice. L'exercice dit, dans un groupe de 20 enfants, est-il possible que 7 d'entre eux aient chacun exactement 3 amis? 9 d'entre eux en aient exactement 4. Et 4 d'entre eux exactement 5. Vous pouvez répondre soit en levant la main, soit en écrivant sur le chat. Oui, donc vous pouvez utiliser les graphes. Oui. Donc, y a-t-il des réponses? Au moins oui ou non? Pour voir est-ce que votre estimation, elle est juste ou non? Donc, qui veut répondre? Qui a trouvé la solution? Oui ou non au moins? Oustour a dit non. OK. On va voir. Qui a d'autres? Sinon, on va le Allez, voir. tout le OK, monde. on va le résoudre. Donc ici, on va utiliser la règle des arêtes. La règle des arêtes et combien vous avez le nombre d'arêtes. Donc ici, on va considérer les cas. Donc, le sommet est représenté ici, pour chaque sommet est représenté par un enfant. Donc, vous avez 20 sommets parce qu'on a 20 enfants. Donc, les sommets représentent les enfants. Donc, deux sommets sont adjacents. Si les deux enfants correspondent sont amis, par exemple, on dit ici, donc vous avez 7 d'entre eux, chacun exactement 3 amis. Donc, 7 sommets ont 3 arêtes. Donc, le degré de 7 sommets est 3. Donc, ici, dans chaque sommet est représenté un enfant. Deux sommets sont adjacents si les deux enfants correspondants sont amis. Donc, le nombre d'amis d'un enfant et les degrés de sommet correspondants. Donc, c'est-à-dire 7, il faut trouver 7 sommets de degré 3, parce qu'on a dit ici 7 d'entre eux, chacun exactement 3 amis. 7 sommets de degré 3, 9 sommets de degré 4 et 4 sommets de degré 5. Donc ici, 7 sommets de degré 3, 9 sommets de degré 4 et 4 sommets doivent être de degré 5. Qu'est-ce qu'on a dit la théorie dans le théorème de sommet? La somme de degrés, il doit être ici la somme de degrés égale 2 fois le nombre d'arêtes. Normalement, on a dit, le théorème, qu'est-ce qu'il a dit? La somme de degrés il égale 2 fois le nombre d'arêtes. Donc, 2 fois le nombre d'arêtes doit être un nombre pair. 2 fois, quel que soit le nombre, égale un nombre pair. On va calculer le nombre de degrés ou la somme de degrés. Donc, 7 fois 3 plus 9 fois 4, parce qu'ici 9 fois 4, plus 4 fois 5. 4 fois 5 égale ici 76. Donc, c'est un nombre impair. Ce n'est pas un nombre pair ici. Parce que la règle, elle a dit la somme de degrés égale 2 fois le nombre d'arêtes. Donc, si on fait la somme de degrés, on trouve un nombre impair. Ceci est contradictoire avec le théorème. Donc, cette situation, on ne peut pas le reprendre. Donc, elle n'est pas réalisable. Donc, un tel graphe ici n'existe pas. Même, on ne peut pas trouver un graphe qui, c'est-à-dire cette situation, pas exactement 4 points. Cette situation n'est pas réalisable. En utilisant la théorie de graphe,
comment cette situation, Docteur, elle n'est pas réalisable. OK? Oui? ça Oui, docteur bug un Malak? peu, docteur. Ça bug un peu chez vous parfois, docteur. Si vous pouvez vérifier votre connexion. Ah, OK. OK, c'est bon? Oui, ça marche maintenant. Vous pouvez continuer. OK. Merci. Donc, j'espère que c'est clair cette situation. Donc, ce type de situation, il est très, très important parce qu'on peut trouver d'autres situations semblables à celle-là. Donc, parce que, par exemple, je ne sais pas, 20 ou 15 ou 50 places, on peut que deux ils sont représentés dans la même endroit, etc. Donc, on peut trouver des situations qui sont semblables à cette situation et on peut le résoudre en utilisant la théorie de graphe. Si vous voulez, on peut reprendre encore une autre situation où on va ici appliquer le graphe connexe et les graphes complets. Je vous rappelle tout d'abord que le graphe connexe, qu'on peut aller à une sommet à une autre en utilisant n'importe quel chemin, quel parcours, et les graphes complets, deux sommets sont directement adjacents. Donc, deux sommets sont directement reliés. Donc, ici, le conseil municipal d'une ville comprend 7 commissions. Il y a 7 commissions qui obéissent aux règles suivantes. Il y a deux règles qu'il faut le suivre dans cette commission municipale. La première règle est la suivante. Tout conseiller municipal fait partie de deux commissions exactement. Tout conseiller municipal doit être partie de deux commissions exactement. La deuxième règle, deux commissions maintenant quelconques ont exactement un conseiller en commun. Deux commissions quelconques ont exactement un conseiller en commun. Combien y a-t-il de membres dans le conseil municipal? Est-ce que vous pouvez déterminer combien y a-t-il de membres dans le conseil municipal? Je répète la situation. Il y a un conseil municipal qui comprend 7 commissions. Il y a 7 commissions dans 7 conseils municipaux. Il y a des règles. Qu'est-ce qu'il a dit la première règle? Tout conseil municipal fait partie de deux commissions, exactement. La deuxième règle, maintenant sur les commissions, deux commissions quelconques ont exactement un conseiller en commun. Combien y a-t-il de nombres ou de membres dans le conseil municipal? De même, vous prenez 4 minutes ou 5 minutes et on va le résoudre ensemble pour comprendre la situation ici. Et je vous conseille d'utiliser les graphes. D'accord. Vous avez un exercice à compléter. Vous avez de 5 jusqu'à 7 minutes, je pense, docteur, n'est-ce pas? 5 jusqu'à 7 minutes. Oui, oui, oui. De 5 jusqu'à 7 minutes pour compléter l'exercice. Alors, l'exercice dit, le conseil municipal d'une ville comprend 7 commissions qui obéissent aux règles suivantes. Règle 1. Tout conseiller municipal fait partie de deux commissions exactement. Règle 2. Deux commissions quelconques ont exactement un conseiller en commun. Combien y a-t-il de membres dans le conseil municipal? Vous avez de 5 jusqu'à 7 minutes pour compléter cet exercice et vous pouvez répondre soit en levant la main, soit en écrivant vos réponses sur le chat. Merci, docteur Malak.
Donc, il faut déterminer combien vous avez de membres dans le conseil municipal en respectant ces deux règles. Ok, on va Chaque passer sur conseil le chat. Je municipal, pense la conseil... que quelqu'un a répondu. Oussour a dit Oui, 13. Ah, il a dit 14, pardon. non, on va voir. Je ne comprends pas. Et le reste? Où êtes-vous? Allez, courage! Donc, on va le répondre pour que vous comprendre mieux comment on va utiliser la théorie de graphe pour répondre à ce type d'exercice. Et on va utiliser la notion de graphe connexe et la notion de graphe complet. Je vous rappelle que le graphe connexe, c'est deux sommets où vous trouvez deux sommets, entre deux sommets, il y a un chemin. Et le graphe complet, chaque deux sommets sont reliés directement. Donc ici, on va expliquer. Donc ici, vous trouvez 21 conseils municipaux. Donc, ce n'est pas 13, ce n'est pas 14. Donc, on va le résoudre ensemble. Pourquoi? Donc, ici, les commissions sont les sommets. On va prendre les commissions sont les sommets. OK? Donc, ici, on a 7 commissions. 7 commissions, c'est-à-dire vous avez 7 sommets. Donc, les commissions sont les sommets. Et un conseiller faisant partie d'exactement deux commissions. Donc, un conseiller faisant partie d'exactement deux commissions est représenté par une arête reliant les deux sommets qui le représentent. OK? L'arête, les sommets représentent le commission et l'arête, il y a deux commissions et représentées par une arête reliant les deux sommets. OK? Donc, la règle 2. Qu'est-ce qu'implique la règle 2? On va reprendre la règle 2. Deux commissions quelconques ont exactement conseillé en commun. C'est-à-dire quoi ici? La règle 2 implique qu'il n'y a pas d'arête multiple. Il n'y a pas d'arête multiple. Donc, et que deux sommets quelconques sont adjacents. C'est-à-dire votre graphe est complet. Parce qu'il a dit, pourquoi il est complet, chaque deux sommets sont adjacents. Il a dit quoi ici dans la règle 2? Deux commissions quelconques ont exactement un conseiller en commun. C'est-à-dire quoi? Tous les sommets sont adjacents. C'est-à-dire que votre graphe est complet. Et on a 7 sommets. Donc, c'est K7. Donc, il y a C6, 2, arrête. Donc, parce que vous avez 7 sommets. Donc, le 7 sommets, votre graphe est complet. Normalement, vous avez, donc, chaque sommet, elle a, donc ici, 7, 6, 2, donc soit 21 conseillers municipaux. Donc, on peut même en déduire que chaque commission a exactement 6 membres. Chaque commission a 6 membres. Et vous avez 21 conseillers municipaux. Donc, on a répondu à cette situation délicate en utilisant la théorie de graphe. Comment vous représentez, qu'est-ce qu'ils représentent les sommets, qu'est-ce qu'ils représentent les arêtes, ici. Donc, les arêtes, on le reprend de la première règle. Et la deuxième règle nous donne le nombre des commissions ou des conseillers municipaux. OK? Donc, OK. On va prendre une autre situation. Ce n'est pas même un exercice, juste c'est une situation. Donc ici, il y a 3 pays. 3 pays envoient chacun à une conférence 2 espions. Chaque espion doit espionner tous les espions des autres pays. Chaque espion, il va espionner tous les espions des autres pays. Donc, on va représenter cette situation par un graphe d'ordre 6, OK, dans lequel chaque arête reliant I et J signifie que I espionne J et J espionne I. C'est-à-dire votre graphe n'est pas orienté. Ce graphe est-il complet? Est-il connexe? Quel est le degré de chaque sommet?
que vous pouvez déduire le nombre d'arêtes du graphe? Donc, essayez tout d'abord de représenter le graphe. C'est très simple de représenter le graphe. Même 2 minutes pour représenter le graphe, parce que ici, vous avez 3 pays et chaque pays, elle envoie à une conférence 2 espions. Chaque espion doit espionner tous les espions des autres pays. Donc, essayez de le réfléchir un peu. Donc ceci, vous trouvez ceci, la situation. OK? Donc, on va représenter cette situation par un graphe d'ordre 6. C'est-à-dire quoi d'ordre 6? C'est-à-dire 6 sommets. Pourquoi 6 sommets? Parce qu'on a 3 pays et chaque pays a envoyé 2 espions. C'est-à-dire le nombre des espions égale à 6. Donc, les sommets représentent le nombre des espions. OK? Vous trouvez ici un graphe d'ordre 6. Ceci. Donc, ceci A et B en vert de la première, par exemple, de pays, en rouge de la deuxième pays, en bleu de la troisième pays. On a dit chaque espion, elle va espionner tous les autres pays. Bien sûr, sauf son espion de la même pays. Donc, ici, A, elle va espionner tous les autres espions. B, de même. Ici, en bleu, de même. En rouge, de même. Donc, chaque sommet ici a un degré d'ordre 4. Chaque sommet a un degré d'ordre 4. Ici, on a représenté cette situation par un graphe d'ordre 6 dans lequel chaque arête relie I et J signifie que I espionne J et J espionne I. Et ceci, vous trouvez la situation. Maintenant, on va répondre à la deuxième question. Ce graphe est-il complet, est-il connexe? Est-ce qu'il est complet, à vos avis? Est-ce qu'il est complet? Oui, mes chers étudiants, vous pouvez ouvrir le micro. Est-ce qu'il est complet? Qu'est-ce qu'on a dit pour un graphe complet? Un graphe complet, si 2 sommets sont directement, chaque 2 sommets, même si pas 2 sommets, chaque 2 sommets sont directement adjacents, sont directement liés. Est-ce que tous les sommets sont liés ici? Non. Par exemple, A et B ici ne sont pas liés. C'est-à-dire ici, notre graphe n'est pas complet. Pour que votre graphe doit être complet, il faut que tous les sommets sont directement adjacents, c'est-à-dire sont 2 à 2 adjacents. 2 à 2 liés. Ici, par exemple, A et B ne sont pas liés, c'est-à-dire votre graphe n'est pas complet. Maintenant, est-ce qu'il est connexe? Je vous rappelle qu'est-ce que ça veut dire connexe. On peut aller d'une sommet à une autre en utilisant n'importe quel chemin. Par exemple, je veux aller de A à B, donc de A à B. Je veux aller de ce rouge-là au bleu, donc en passant de vert, aller au bleu. Donc, il y a toujours un chemin qui relie tous les sommets. Donc, c'est-à-dire votre graphe est connexe. Donc, ici, un graphe simple est dit complet si tous ces sommets sont adjacents. Ce graphe n'est pas complet car 2 sommets correspondant à 2 espions d'un même pays ne sont pas adjacents. Parce que de même pays, il ne faut pas espionner son voisin de même pays. OK? Donc, ce graphe n'est pas complet, on a dit. Est-ce qu'il est connexe? Normalement, oui. Donc, un graphe est dit connexe si 2 quelconques de ce sommet sont reliés par une chaîne. On peut arriver d'un sommet à une autre en utilisant une chaîne ou un chemin. Donc, A est connecté à tous les sommets sauf B. B est connecté à tous les sommets sauf A. Donc, il y a une chaîne de A vers B passant par l'un quelconque des autres sommets du graphe. Donc, votre graphe est connexe. On va passer maintenant à question 3. Quel est le degré de chaque sommet? On va utiliser la règle de théorie de graphe. Quel est le degré? Donc, ceci. Quel est le degré de chaque sommet? Et en déduire le nombre d'arêtes de graphe. Le degré de chaque sommet ici, le degré de cette sommet est 4. Le degré de chaque sommet, 4. Le degré de cette sommet en bleu, de même 4. Ici, 4, 4, 4. Donc, tous les sommets sont de degré 4.
chaque espion espionne exactement 4 autres, 2 de chaque pays. Donc, chaque sommet est adjacent à exactement 4 autres sommets. Donc, tous les sommets sont de degré 4, comme il est indiqué même sur le graphe. Chaque sommet a un degré de 4. Je vous rappelle que le degré, c'est le nombre d'arêtes sortant de cette sommet. Ici, 4 arêtes sortent de A, c'est-à-dire le degré de A égale à 4. 4 arêtes sortent de B, c'est-à-dire ici le degré de B égale à 4. De même pour les autres sommets. Maintenant, le nombre d'arêtes, on va utiliser la règle de sommet. Donc, le nombre d'arêtes égale 1 demi le nombre de degrés. Donc, ici, 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4, 6 sommets. Donc, A égale 1 demi, le cardinal de A égale 1 demi, 4 fois 6 égale à 12. C'est-à-dire, ici, vous avez 12 arêtes de C dans ce graphe. Même si vous le comptez ici, on va le compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ici, vous avez 12 arêtes parce qu'il y a d'autres qui sont répétées. Donc, ici, il y a 12 arêtes. Il faut toujours imaginer que vous avez, ici, c'est une situation simple. C'est un petit graphe de 6 sommets. Donc, imaginez si vous êtes dans une ville où vous avez, je ne sais pas, mais par exemple, dans une grande ville, où vous avez des cités. Donc, vous avez des vingtaines et des milliers, par exemple, de villes. Donc, il faut connaître le nombre d'arêtes. Je ne peux pas le compter, le nombre d'arêtes, une. Les arêtes, par exemple, sont les rues qui représentent les cités. Donc, je ne peux pas le compter directement. Donc, il faut un théorème qui me facilite de le compter. Quel est le nombre de rues, par exemple? Ce théorème nous permet de le compter directement en utilisant le degré de chaque sommet. Le cardinal de A, c'est-à-dire le nombre d'arêtes, égale 1 demi fois le degré de chaque sommet. Le degré de chaque sommet, on a ici 6 sommets. Chaque sommet a un degré 4. C'est pour cela qu'on a fait 4 fois 6. OK? Divisé par 2 égale à 12. Et toujours, le nombre d'arêtes doit être un nombre pair. Toujours doit être un nombre pair. Donc, j'espère que ce type d'exercice vous facilite un peu la compréhension ou l'utilité de ces théories de graphes et pourquoi elle est assez importante dans la modélisation et dans la résolution de ces types d'exercices ou de plusieurs situations. Et on va voir prochainement même d'autres situations où on va le résoudre en utilisant la théorie de graphes ou les graphes elles-mêmes. On va passer maintenant à une autre définition des chaînes et des cycles. On va définir qu'est-ce qu'une chaîne et qu'est-ce qu'un cycle et comment je peux déterminer est-ce qu'il y a dans un graphe une chaîne ou est-ce qu'il y a un cycle. Tout d'abord, on va le définir. Donc, une chaîne dans un graphe G, c'est une suite ayant pour éléments alternatifs des sommets et des arêtes, commençant et se terminant par un sommet. Elle commence par un sommet et elle se termine par un sommet. C'est le parcours. C'est le parcours, une chaîne. C'est le parcours qui relie un sommet à un autre. Donc, je répète, une chaîne dans un graphe G, c'est une suite ayant pour éléments alternativement des sommets et des arêtes. On va passer d'un sommet à un autre sommet par cette arête, puis d'un sommet à un autre sommet par cette arête, etc., jusqu'à arriver à un état final qu'on veut ou à un sommet final qu'on veut l'arriver. Donc, commençons et terminons par un sommet. Et tel que chaque arête est encadrée par deux extrémités. C'est-à-dire quoi, deux extrémités? Il y a deux sommets, par exemple, qui relient chaque arête. Ceci est la définition d'une chaîne. On va prendre un exemple. On dira que la chaîne relie le premier sommet de la suite au dernier sommet. Donc, on va prendre un exemple. En plus, on dira que la chaîne a pour longueur le nombre d'arêtes de la chaîne
ici, on dit, je répète, on dit qu'une chaîne relie une sommet à une autre sommet. C'est-à-dire la première sommet initiale à la sommet finale qu'on veut l'arrivée. Ceci, une chaîne. En plus, on dit que la chaîne a une longueur. La longueur, comment je peux déterminer la longueur de chaîne? C'est le nombre d'arêtes qui relie ces deux sommets. Le nombre d'arêtes de la chaîne, c'est le longueur. Donc, le graphe ci-dessous, ici, contient entre eux les chaînes. On va passer de V1 à V5. Donc, de V1 à V2, on va passer par l'arête E1. De V2 à V3, on va passer par l'arête E2. Puis de V3 à V5, on va passer par l'arête E5. Donc, ceci, c'est une chaîne. Ceci, c'est une chaîne de V1 à V5. Donc, de V1 à V2, puis de V2 à V3, puis de V3 à V5. Ceci représente une chaîne. Je peux vous donner une autre chaîne de V4 à V1, par exemple, de V4 à V1. Comment je peux aller de V4 à V1? De V4 à V3, on va passer par l'arête E4. De V3 à V2 par l'arête E2. De V2 à V1 par l'arête E1. Donc, de V4 à V1, c'est une arête, c'est une chaîne. Je peux prendre une autre de V4 à V3 par E4, de V3 à V1 par E3. Ceci, une autre chaîne. Donc, vous pouvez trouver d'une sommet à une autre plus qu'une chaîne. Par exemple, de V4 à V1, on a trouvé la première chaîne ici, et ici, une autre chaîne. Donc, on ne change pas une chaîne en inversant l'ordre de ces éléments dans la suite correspondante. Ainsi, les chaînes V1, E3, V3, E4, V4 et V4, si on inverse, sont identiques. Même, on peut trouver d'autres chaînes, par exemple de V4 à V1. Je peux aller de V4 à V3, puis de V3 à V2, puis de V2 à V1, comme je peux aller de V4 à V3 et de V3 à V1. Ce sont deux chaînes différentes parce qu'ils ont deux parcours différents. Ceci est le premier parcours et ceci est le deuxième parcours. Mais ce sont deux chaînes. Le sommet initial, c'est V4. Le sommet d'arrivée de finale, c'est V1. Donc, la conclusion qu'on peut trouver plus qu'une chaîne. Dans la première chaîne, par exemple, la longueur de la première chaîne de V1, de V4 à V1, ici, de V4 à V3, de V3 à V1, V2, de V2 à V1. Donc, la longueur, le nombre d'arêtes, 1, 2, 3. La longueur de la première chaîne, c'est 3. Pourtant, la longueur de la deuxième chaîne, ici, c'est 2. De V4 à V3 et de V3 à V1. Donc, ici, c'est 2. Ils ont même de longueurs différentes. Le même sommet initial, le même sommet final, on a trouvé deux chemins différents en deux longueurs différentes. Donc, on va passer à ce théorème important. Un graphe est bipartite, comme on a déjà le vu dans la situation de Marie Jaloux. Un graphe est bipartite si et seulement si ne contient aucun cycle de longueur impair. Il ne contient aucun cycle de longueur impair. OK? Un graphe est dit bipartite, si et seulement si il ne contient aucun cycle de longueur impair. Maintenant, pour un graphe, un cycle, juste je vous rappelle qu'est-ce qu'un cycle? Un cycle de passer d'une sommet et de revenir à la même sommet. Ceci, un cycle. Par exemple, de passer à V2 et revenir à V2. Donc, un cycle de passer à V2, on va passer à V3 par E2, puis à V1 par E3, puis on revient à V2 par E1. Ceci, un cycle. La chaîne, la différence entre un cycle et une chaîne, la chaîne de passer une sommet à une autre sommet. Pourtant, le cycle de passer à la même sommet, d'une sommet et revenir à la même sommet. C'est un cycle de commencer par une sommet et de revenir à la même sommet. Ceci un cycle. Pourtant, la chaîne de commencer d'une sommet et d'aller à une autre sommet n'importe. Ceci est la différence entre une chaîne et un cycle. Donc, ce théorème maintenant est très important. Pourquoi? En fait, pour un graphe
G ayant M arêtes, vous avez un graphe n'importe, où il admet M arêtes, N sommets et P composantes connexes. On définit ici VG. Le VG ici, c'est le nombre cyclomatique. On va le définir pourquoi. Donc, VG est appelé le nombre cyclomatique. VG égale M moins N plus P. C'est-à-dire quoi? Le nombre d'arêtes moins le nombre de sommets plus les composantes connexes, plus P. On a dit que VG est appelé le nombre cyclomatique. Prononcé nu G, ici nu G. On a le mu G est positif, supérieur ou égal à 0, ne doit pas être négatif, parce que le nombre d'arêtes ici plus grand que le nombre de sommets plus le composante connexe. Donc, le nu G est positif pour n'importe quel graphe G. D plus, si V, le nu G égale à 0, si et seulement si G est son cycle. Si vous calculez cette formule et vous trouvez que le mu G égale à 0, c'est-à-dire G n'admet pas un cycle. Donc, je ne peux pas arriver à une sommet et revenir à une autre si le mu G égale à 0. Si je calcule le M moins N plus P, le nombre de arêtes moins le nombre de sommets plus le nombre de composantes connexes, et je trouve égal à 0, c'est-à-dire votre graphe n'admet pas aucun cycle, il est sans cycle. On va utiliser ce théorème-là après dans les exercices. Maintenant, on va définir un graphe eulérien. OK? Je vous introduis tout d'abord pourquoi on définit ce type de graphe eulérien. Parce que, par exemple, je vous donne une situation. On peut, un livreur, par exemple, il veut passer d'une ville ou d'une maison et arriver à une autre maison sans passer de la même route deux fois. OK? C'est une situation ici. Ceci, on peut le représenter le graphe eulérien ou une chaîne eulérienne. Donc, on va définir ceci. On appelle cycle, c'est-à-dire cycle eulérien, c'est-à-dire lorsque je dis cycle, de passer d'une sommet et revenir à la même sommet. Maintenant, on va ajouter eulérien. On appelle cycle eulérien d'un graphe G un cycle passant une seule fois par chacun des arêtes de G. Comme je vous avais dit, un livreur, il veut passer de la maison A et arriver de même à la maison A. OK? Il veut commencer par l'exemple de son maison initiale. Il veut, par exemple, livrer un tel produit. Puis, il veut revenir à sa maison. OK? Donc, il y a un cycle ici. On va passer de A, revenir à A. Maintenant, eulérien, si livreur, il ne veut pas passer de la même route plus qu'une fois. Il faut passer des routes une seule fois. Il ne veut pas arriver de la même route. Donc, ceci, c'est un cycle eulérien. On appelle un cycle eulérien d'un graphe G un cycle passant une seule fois par chacun ou chacune des arêtes de G. OK? Maintenant, un graphe est dit eulérien s'il possède un cycle eulérien. Un graphe est dit eulérien s'il possède un cycle eulérien. C'est-à-dire, on peut de même passer d'une sommet à une autre sans passer de la même arête plus qu'une fois. Il faut passer de tous les arêtes, c'est pas du tout les arêtes, de deux arêtes, passant une seule fois par chacune des arêtes. Il faut parcourir tous les arêtes une fois et une seule. C'est ceci la définition d'une chaîne et d'un cycle eulérien. Un cycle eulérien, il faut passer de tous les arêtes une fois et une seule en commençant par une sommet et revenir à la même sommet. Pourtant, une chaîne eulérienne, il faut passer d'une sommet et arriver à une autre sommet
de façon à passer par tous les arêtes une fois et une seule. OK? Donc, maintenant, on appelle chaîne eulérienne d'un graphe G une chaîne passant une fois et une seule par chacun des arêtes de G. Un graphe ne possède ou ne possédant que deux chaînes eulériennes et semi-eulérien. Plus simplement, on peut dire qu'un graphe est eulérien ou semi-eulérien s'il est possible de dessiner le graphe sans lever le crayon et sans passer deux fois par le même arête. Si on prend une sommet, on peut dessiner le graphe, notre graphe, sans lever le crayon et sans passer deux fois par le même arête. Donc, ceci est la définition. Il faut connaître qu'est-ce que ça veut dire un graphe eulérien et ou un cycle eulérien et une chaîne eulérienne. Maintenant, comment je peux connaître est-ce que j'ai une chaîne eulérienne ou non? Est-ce qu'on a un cycle eulérien ou non? Il y a un théorème d'Euler, qui nous permet de connaître est-ce qu'on peut passer d'une sommet et arriver à une autre de façon en passant par tous les arêtes une fois et une seule. Un livreur, il veut livrer un tel produit d'une ville à une autre ville, de façon il veut passer par toutes les routes une fois et une seule. Toutes les routes, une fois et une seule. Est-ce qu'il est possible ou non? On va avoir une théorème de l'air pour connaître est-ce qu'on peut passer ou est-ce qu'on peut avoir une telle situation. Maintenant, je veux vous donner un peu d'histoire sur ce théorème de l'air et pourquoi il est imposé, ce théorème ou ce problème de l'air. Donc, ce problème, en fait, c'est un problème fondamental de la théorie de graphes proposé par le mathématicien suisse Léonard Euler en 1736. En fait, en 1652, déjà, vous pouvez calculer le temps de résoudre ce problème entre 1652 et 1736 pour résoudre ce problème. Déjà, le problème, il est imposé en 1652. La ville de Konzerberg, aujourd'hui, donc Kaliningrad, possède 7 ponts enjambant la Prague. Donc, il y a 7 ponts qui coulent de part et d'autre de l'île de Kingford. Donc, ceci, les ponts, OK? 7, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 normalement. Donc, il y a 7 ponts. OK? Au cours d'une promenade, est-il possible de passer sur tous les ponts de la ville une seule fois? Il veut passer dans une promenade, dans une visite de touristes par exemple. Il veut savoir est-ce qu'il est possible de passer sur tous les ponts de la ville une seule fois. Ce problème, il est posé en 1652. Donc, le mathématicien Euler, il a le résoudre en 1736. Donc, en utilisant ici la théorie de graphe. OK? Et c'est pour cela on a le théorème d'Euler. OK? Maintenant, on va prendre un exercice ou un problème, en fait, pour connaître de plus ou de près qu'est-ce que la théorie de graphe. On considère le graphe G suivant. Ici, on va justifier le fait que G n'admet pas un cycle eulérien. Et il admet des chaînes eulériennes. Il n'y a pas un cycle eulérien, mais il admet une chaîne eulérienne. On va déterminer une chaîne eulérienne dans G. Je vous rappelle que le cycle eulérien, il n'admet pas aucun cycle eulérien. De passer par exemple par B et de revenir à B, de façon, on veut passer par tous les arêtes une fois et une seule. Vous pouvez essayer chez vous maintenant. Est-ce que ce graphe admet un cycle eulérien ou non? Et est-ce qu'il admet une chaîne eulérienne? C'est-à-dire quoi une chaîne eulérienne? C'est-à-dire de passer
d'une sommet et arriver à une autre de façon, je veux passer par tous les arrêts une fois et une seule. Par exemple, je veux passer par B et arriver à F. De façon, je veux passer par tous les arrêts une fois et une seule. Donc, OK? Donc, vous pouvez essayer ici chez vous 5 minutes. 5 minutes pour comprendre. Prenez ces graphes chez vous. Donc, et poursuivre comme je fais maintenant. Est-ce que je peux, par exemple, passer de B par exemple, attendez, de A à F, de A à F, de façon, une chaîne eulérienne, donc de façon de passer par tous les arêtes une fois et une seule. Donc, ils ont de 5 jusqu'à 7 minutes, docteur, n'est-ce pas? Oui, docteur, merci. Ok, vous avez de 5 jusqu'à 7 minutes pour compléter l'exercice. Donc, l'exercice dit, on considère le graphe G suivant. 1. Justifier le fait que G n'admet pas de cycle eulérien, admet des chaînes eulériennes. 2. Déterminer une chaîne eulérienne dans G. Donc, vous avez de 5 jusqu'à 7 minutes pour compléter l'exercice et vous pouvez répondre soit en levant la main, soit en écrivant vos réponses sur le chat. Alors, au moins, je veux que vous déterminiez. Oui. Est-ce que le son est clair, docteur? Docteur Malek? Oui, docteur? C'est bon, le son est clair? OK. Donc, je répète, je vous demande de déterminer une chaîne eulérienne dans G. C'est-à-dire, il faut vous trouver, essayer de vous trouver une chaîne eulérienne, par exemple, je ne sais pas, de passer d'un sommet, par exemple, A, je ne sais pas, ou F, ou D, n'importe, et arriver à une autre sommet de façon de passer par tous les arêtes une fois et une seule. Donc, vous pouvez recopier ce graphe chez vous et de parcourir ce graphe de façon de commencer par une sommet et d'arriver à une autre sommet et de passer par tous les arêtes une fois une seule. Je vais aller à prendre au hasard. Naïbi Ahmad, la parole est à vous.
Vous pouvez répondre à cet exercice, s'il vous plaît? Vous avez accès au microphone. Mhm. Naïb Ahmad. Ok, Mohamed? Aïe, 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 qu'est-ce qui vous prend, tout le monde? Donc, il faut vous essayer de passer d'une sommet et arriver à une autre. Je peux vous faciliter. Donc, essayez de passer de B à E de façon de passer par tous les arêtes une fois et une seule. Donc, vous pouvez prendre ceci comme un jeu. Donc, on veut déterminer, il faut essayer de déterminer une chaîne il faut passer d'une ville B, arriver à une autre ville E, de façon, il faut passer par tous les arêtes une fois et une seule. Est-ce que vous pouvez ceci ou non? Je vous facilite ici de B à E. Donc, on va le reprendre ici comme un jeu. Est-ce que vous passez de B à E ou de E à B, par exemple? De façon, je peux parcourir toutes les routes ici. Donc, si nous pouvons passer à la solution directement, docteur. OK, merci, docteur Malak. Donc, ici, ceci le graphe. OK? La théorie de l'air ou le théorème de l'air, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai admis un sommet B de degré impair. Il faut calculer tout d'abord le degré. OK? Le degré de la sommet A égale à 4. Le degré de la sommet E égale à 3. Le degré de D égale à 4. Le degré de C égale à 4. Le degré de F égale à 4. Et le degré de B égale à 3. Donc, donc ici, le degré d'un sommet B est de degré impair, donc il n'admet pas un cycle eulérien. Pourquoi? C'est le théorème de l'air, qu'est-ce qu'elle a dit? Le théorème de l'air, il a dit, pour que votre graphe admet un cycle eulérien, il faut que tous les degrés sont pairs. Si vous trouvez un sommet de degré impair, c'est-à-dire votre graphe n'admet pas un cycle eulérien. Maintenant, ceci pour le cycle eulérien. Pour avoir un cycle eulérien, il faut que tous les sommets sont de degrés pairs. Si vous trouvez un seul sommet de degré, au moins un seul sommet de degré impair, c'est-à-dire votre graphe n'admet pas un cycle eulérien. C'est-à-dire, on ne peut pas passer d'un sommet à arriver à l'autre, à la même sommet. De façon, il faut passer de tous les arêtes une fois et une seule. Si vous avez un seul sommet de degré pair. OK? Maintenant, comment je peux savoir si mon graphe admet une chaîne eulérienne? Ici, le nombre de sommets de degré impair est égal à 2, B et E. Donc, j'ai admis au moins une chaîne eulérienne. Si vous trouvez que tous les sommets de graphe sont de degré pair, sauf 2 de degré impair, c'est-à-dire votre graphe admet une chaîne eulérienne, sauf 2 seulement admet un degré impair. Ce deux sommets qui admet un degré un peu impair, c'est-à-dire je peux passer d'une autre à l'autre, de façon je peux parcourir tous les arêtes. Ceci la chaîne eulérienne. Donc, le degré de B, c'est 3 et le degré de E, c'est 3. Donc, je peux passer de B seulement et arriver à E. De façon, je peux parcourir tous les arêtes une fois et une seule. Donc, de B à A, de A à C, de C à B, de B à F, de F à C, de C à D, de D à F, de F à E, de E à D, de D à A et de A à E. Donc ici, si vous reprenez ce graphe-là chez vous sur une feuille et vous revenir avec une autre couleur
c'est cette chaîne-là, vous trouvez que vous avez parcouru tous les arêtes une fois une seule, de façon en passant de B à E. Est-ce qu'il a une autre? Non. Il n'y a pas une autre sommet, par exemple, de A à F. Seulement, je peux trouver une chaîne eulérienne entre B et E. Seulement entre B et E. Je répète, de B à A, de A à C, de C à B, de B à F, de F à C, de D à F, de F à E, de D à A, de A à E. Donc ici, on n'a pas répété, aucune arête deux fois. Et on a parcouru ici tous les arêtes. OK? Maintenant, on va passer à cet exercice. Déjà, vous trouvez ici la solution, juste pour comprendre la notion de graphe eulérien et de chaîne eulérienne. On va reprendre par vrai ou faux au chacun des affirmations suivantes en justifiant les réponses. Le graphe G ci-contre admet un cycle eulérien. Est-ce que ce graphe admet un cycle eulérien? La réponse ici, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'il faut calculer le degré. On a dit que le degré doit être tout pair. Donc, ici, 1, 2, 3, 4, 5, déjà le F a un degré impair. OK? Donc, c'est-à-dire, votre graphe n'admet pas un cycle eulérien. Le graphe G ci-contre admet-il une chaîne eulérienne? Oui. Il faut tout le degré sont, ici, tout le degré, le nombre de sommets de degrés impairs est égal à 2. Donc, tous les degrés pairs sauf 2 de degrés impairs. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. F est de degré impair. Donc, ici, 1, 2, 3. B de degré impair. Donc, ici, 2 pairs. Ici, 4 pairs. Et ici, 2 pairs. Sauf le B et le F sont de degré impair. C'est-à-dire, le graphe admet une chaîne eulérienne. C'est-à-dire quoi? Je peux passer, donc, de F à B. De façon, je peux parcourir tous les arêtes une fois une seule. Maintenant, la chaîne de D à A, de A à B, de B à C, de C à F, de F à E, de E à F, à E, est-ce que c'est une chaîne eulérienne de G? Non. Pourquoi? Parce que la seule chaîne qu'on peut le trouver entre F et B, entre F et B, entre les deux sommets impairs. OK? Le graphe G admet deux sommets de degré impair, donc il n'admet pas de cycle eulérien. Le F et le B sont de degré impair, elle n'admet pas, comme on a dit, un cycle eulérien. Le graphe G admet une chaîne eulérienne, mais il n'admet pas de cycle eulérien, car il a exactement deux sommets de degré impair, F et B. Donc, ces deux sommets doivent être les deux sommets extrémités de la chaîne eulérienne, ou bien de commencer de F et arriver à B, ou bien de commencer de B et arriver à F. De façon, on peut parcourir tous les arêtes, une fois et une seule. OK? Donc, ce type d'exercice pour comprendre mieux le chaîne eulérienne et le cycle eulérien. Un autre exercice, soit le graphe G ci-contre. G, est-ce que ce graphe G admet une chaîne eulérienne? Pourquoi? Est-ce que ce graphe G admet un cycle eulérien? Si oui, lequel? On va commencer par la première question. Ce graphe G, est-ce qu'elle admet une chaîne eulérienne? Comment je peux le connaître? Il faut compter le degré de chaque sommet, et il faut que tous les sommets sont de degré pair, sauf deux de degré impair. Essayez de me répondre. Est-ce qu'il admet une chaîne eulérienne? Il faut compter tous les degrés de sommet. Il faut trouver tous les sommets sont de degré pair, sauf 2 de degré impair. Sauf 2 de degré impair pour que vos graphes admettent une chaîne eulérienne. Est-ce que oui ou non? Est-ce que j'ai admis une chaîne eulérienne? Et pourquoi?
Donc, vous avez un exercice à compléter. Donc, l'exercice dit, soit le graphe G ci-contre. G admet-il une chaîne eulérienne? Pourquoi? Seulement, sauf A. On va répondre une question de 1 jusqu'à de la première question. Puis, on va passer à la deuxième. Est-ce que G admet-il une chaîne eulérienne ou non? Et pourquoi? S'il vous plaît, il faut compter Deuxièmement, le G admet-il un cycle eulérien si ou lequel sinon proposer une modification du graphe pour qu'il en admet un. Donc, vous avez, je pense, 3 jusqu'à 5 minutes, docteur, n'est-ce pas? Oui, oui, docteur, merci. Donc, vous avez de 5 jusqu'à 7 minutes pour compléter l'exercice. Vous pouvez répondre sans en levant la main, sans en écrivant vos réponses sur le chat. Juste une indication, il faut compter le nombre de degrés de chaque sommet. Pour avoir une chaîne eulérienne, il faut trouver tous les sommets de degrés pairs, sauf 2 de degrés impairs. Comptez le degré de chaque sommet. Ok, personne? Oui, s'il vous plaît. Allez, tout le monde, un peu de courage, un peu d'exercice. Pour comprendre la notion, sinon on ne peut pas comprendre, on ne peut pas avancer comme ça. Donc, je vous donne l'indication. Donc, il faut compter le degré de chaque sommet, c'est-à-dire combien d'arêtes sortant de chaque sommet. Par exemple, le degré de E égale à 2. Le degré de F, 1, 2, 3, 4 égale à 4. Il faut trouver que tous les degrés sont pairs, sauf 2 sont impairs, pour avoir une chaîne eulérienne. Donc, comptez le degré et vous me dites est-ce qu'il y a une chaîne eulérienne ou non. Au moins, est-ce qu'il y a de sommets à ions de degrés impairs ou non? Lesquels? Ben, allez-y, tout le monde. Il faut pratiquer un peu. On va passer vers la solution, docteur. Je pense que... OK. OK. Donc, ici, la sommet E, on va le compter ensemble. La sommet E, elle a un degré de parce qu'il y a deux arêtes sortant de E. Donc, ici, degré de E, 2. Déjà pair. La degré de F, 1, 2, 3, 4, égale à 4, pair. Degré de A, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 encore pair. B, passons à B, 1, 2, 3, 4, pair.
H, 1, 2, pair, G, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Déjà pair. Le C, 1, 2, 3, 4. Encore pair. Il reste seulement le D, 1, 2, 3, 4. Encore pair. C'est-à-dire quoi ici? C'est-à-dire tous les sommets sont de degré pair. Il n'admet pas une chaîne eulérienne. Tout simplement. Pour avoir une chaîne eulérienne, il faut tout le degré pair, sauf deux sommets ayant un degré impair. C'est pour cela ici, on a compté ensemble le degré, tous les degrés sont de degré pair. Donc ici, le graphe G admet une chaîne eulérienne car il a exactement deux sommets de degré impair. Attendez, A et G. Attendez, A et G. Ici, on ne va pas compter en bleu ça. On ne va pas compter. Si on compte en bleu ici, elle devient tout pair. Si on va enlever le bleu ici, c'est-à-dire le A, elle admet 1, 2, 3, 4 et 5, sans compter le bleu. OK? Ici, le A admet 5, le G admet 1, 2, 3, 4 et 5, encore 5. Donc, elle admet une chaîne eulérienne. Si on compte le bleu pour avoir un cycle eulérien, il faut ajouter cette arête entre A et G. OK? Pour avoir un cycle eulérien. Cette arête entre A et G. S'il existe cette arête entre A et G, c'est-à-dire elle admet un cycle eulérien. Elle admet un cycle eulérien. OK? Donc, le graphe G n'admet pas de cycle eulérien. Pour qu'il admette, il faut que tous les sommets soient de degré pair. Il suffit d'ajouter une arête entre les sommets de degré impair, c'est-à-dire, comme on a dit, A et G. Donc, je crois, docteur Malek, je veux recevoir les questions ici. Et après, ou bien on va terminer par cet exercice. Et puis je veux recevoir les questions. Et la prochaine séance, on va terminer le graphe hamiltonien. OK? Donc, je veux terminer par cet exercice. Donc ici, le ramassage de ordures ménagères dans une ville, dans un plan, est représenté ci-contre. Ici, il est représenté par ce graphe-là. À l'aide d'un graphe, doit l'être effectué en minimisant le trajet à effectuer. On veut minimiser le trajet. Ici, les sommets sont les différents carrefours et les arêtes sont les voies de circulation. Est-il possible de partir d'un carrefour et d'y revenir en empruntant chacun ou chaque voie une fois une seule? Ici, il veut savoir est-ce qu'il est possible de partir d'un carrefour et revenir au même en empruntant ou en passant chaque voie une fois une seule. Par exemple, passer de A et revenir à A, ou passer de B et revenir à B, par exemple. Comment je peux le connaître ici? Il faut compter les arêtes, le nombre d'arêtes de chaque sommet. OK? Par exemple, le nombre d'arêtes de A ici égale à 3, c'est un nombre impair. OK? De F ici, 1, 2, 3, 4, c'est 4, un nombre pair. De G, 1, 2, 3, c'est un nombre impair. De H, 2, un nombre pair. De C, 1, 2, 3, 4, pair. B, 4 paires. E, 1, 2, 3, 4, 5. Ici, c'est un nombre impair. Et de 2, il faut compter mieux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est un nombre pair. Donc ici, le problème revient de chercher un cycle eulérien. Il faut que le graphe G admet deux sommets de degré impair, A et F. Donc, le graphe n'admet pas de cycle eulérien. Pour avoir un cycle eulérien, il faut que tout le degré de degré pair. Donc, pourtant, ici, on a deux sommets A et F de degré impair, c'est-à-dire votre graphe A ici de degré 3. Donc, c'est-à-dire votre graphe n'admet pas un cycle eulérien. On ne peut pas passer de A et revenir à A de façon en passant par tous les arêtes.
On ne peut pas passer de B, arriver à B encore une fois, de façon passer une fois une seule par tous les arêtes. De même pour les autres sommets. On ne peut pas, parce qu'il y a une sommet de degré, au moins une sommet de degré impair. Ici, on a deux sommets de degré impair, A et F. Donc, le graphe n'admet pas de cycle eulérien, d'où il n'est pas possible de partir d'un carrefour et d'y revenir en empruntant chaque voie une fois une seule. Pourtant, il admet une chaîne eulérienne. On peut passer de A et revenir à F, de façon en passant par tous les carrefours une fois une seule. Mais il n'admet pas un cycle eulérien. OK? J'espère que ceci est clair. Donc, la prochaine séance, on va reprendre le graphe hamiltonien et on va faire tout d'abord un petit rappel sur cette notion de graphe eulérien et chaîne eulérienne, cycle eulérien, etc. Et on va poursuivre pour les graphes hamiltoniens et pour la notion de coloriage de graphes. Donc, on va s'arrêter dans ce stade-là pour cette lecture. Donc, merci pour votre attention, pour votre présence et merci de poser vos questions, s'il vous plaît. Docteur Malak. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Il n'y a pas de questions, tout le monde? Est-ce que tout est clair? Tout est clair? C'est le moment. C'est le moment de poser vos questions. C'est un moment idéal. Docteur Gilles est à votre disposition pour répondre à toutes sortes de questions. Veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire sur le chat toutes sortes de questions. Donc, est-ce que tout est clair, docteur? À la fin du cours d'aujourd'hui, docteur, vous voulez-vous ajouter quelque chose? Non, donc je vous encourage de répéter les lectures pour qu'on puisse terminer et pour qu'on vous puisse comprendre les autres. Et ces situations sont très importantes. Comme je vous donnais, par exemple, pourquoi le graphe eulérien, le cycle eulérien, ils sont importés. Vous pouvez l'utiliser même dans votre parcours universitaire, même dans votre problème de vie générale quotidienne. Donc, par exemple, il faut toujours, je donne l'exemple de livreur, il faut livrer un tel produit à un autre. Est-ce que vous pouvez passer partout les routes une fois une seule? Est-ce que je peux passer et revenir à la même place? Par exemple, dont je veux je ne sais pas, n'importe quelle situation, je veux aller à une place, même je veux arranger mes produits et je veux représenter la situation par un graphe. Est-ce que je peux aller d'un côté à une autre? De toute façon, je veux passer dans un réseau, par exemple, dans un réseau d'informatique. OK? J'ai un réseau informatique et j'ai des câbles. Donc, est-ce que je peux, le réseau informatique est représenté par un graphe, les nœuds sont les sommets et chaque nœud sont reliés par un câble. Ceci, le réseau, par exemple. Est-ce que je peux aller d'une sommet d'un nœud et arriver à la même nœud de façon de passer par tous les câbles une fois et une seule? Donc, ceci, c'est une situation qu'on peut le trouver. OK? Donc, vous pouvez trouver même plusieurs des milliers de situations quotidiennes de votre vie générale ou de votre vie professionnelle ou académique. Donc, n'importe où, vous pouvez trouver des situations où on peut le résoudre en utilisant la théorie de graphes. Je vous encourage de participer encore, de revenir à ces lectures, à cet enregistrement et de poursuivre les autres lectures pour mieux comprendre les prochaines lectures. Il faut faire mieux attention et participer et pour que je puisse
vous répondre à vos questions et pour vous aider à comprendre mieux. Finalement, merci pour votre attention. Merci, Dr. Malak. Et merci pour vous tous. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Merci aux participants pour avoir participé au cours de la formation d'aujourd'hui. Attention tout le monde, nous n'avons pas encore terminé notre formation. Nous vous verrons, Inch'Allah, la semaine prochaine, le mardi à 14 h, selon l'heure locale de l'Arabie Saoudite. Ou encore dans nos prochaines activités telles que la formation de demain, l'anglais des affaires, avec Dr. Souad Shraghi, à également 14 h selon l'heure locale de l'Arabie Saoudite. Sinon, on peut vous voir ce jeudi pour ceux qui se sont inscrits à la formation de préparation à l'examen du DELF à 2. Vous verrons au panel de discussion le jeudi à 19 h selon l'heure locale de l'Arabie Saoudite, ou encore nos 2 séminaires qui auront lieu le vendredi, et plein d'autres de formations qui vous attendent. Restez connectés. Merci pour votre attention. Nous vous souhaitons une excellente journée. Au revoir. Au revoir. Merci.